Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live aujourd'hui pour vous présenter les évolutions de QGIS 3.38 Grenoble. Donc là, bon, petit aparté, mais on a QGIS qui rend hommage aux Grenoblois. Donc tant mieux, là on est en France. Et nous allons voir les différentes nouveautés de QGIS 3.38 qui est sorti, si je ne me trompe pas, le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique. Donc là, nous allons voir un peu les nouveautés qui ont été implémentées. Donc, nouveau design du site QGIS, par ailleurs. Donc, on commence tout de suite par la première évolution qui concerne le nouveau mode temporel. Donc, pour info, le mode temporel concerne vraiment les données raster et plus les données même inhérentes à la télédétection qui peuvent contenir une information temporelle et donc faire ainsi défiler les données raster dans le temps. Donc là, il y a une nouvelle intégration de l'onglet temporel, temporal, là, donc ok, temporel qui est ici. On n'a jamais utilisé ça dans le côté raster, mais c'est très intéressant car on peut avoir des dynamiques de raster. C'est ce qu'ils utilisent notamment dans le domaine de la météorologie et autres, ou de l'évolution de l'occupation du sol sur des très courtes périodes. Ils utilisent le volet temporel. Nouvelle fonctionnalité très intéressante ici que l'on voit. Le GIF est parlant, parle tout seul, j'ai envie de dire. Le filtre d'élévation. Donc là, ça marche quand nous avons un MNT. En l'occurrence, là, ils ont un MNT. Et il est possible de faire des filtres d'élévation à partir des données. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très bien. C'est vraiment un filtre visuel et pas un filtre géographique puisque on joue juste sur l'affichage des données et non pas sur le filtre des données. On peut ajouter le volet altitude dans les canevas cartographiques, dans les canevas de la carte. Intéressant. Et on peut aussi donc jouer avec un curseur qui nous permet de fixer cette nouvelle élévation sur lesquelles on veut jouer. Donc si vous donnez des postes d'altitude, alors je ne crois pas que ça doit être un champ Z qui doit être présent, mais c'est vraiment le Z doit être dans les coordonnées de la donnée. Donc à partir de là, vous serez en mesure de jouer avec l'altitude des données. Donc là, on est vraiment dans la suite logique des évolutions de QGIS, qui est de rajouter le volet 3D et qui pousse à chaque évolution le volet 3D. On peut désormais faire des recherches basées sur des expressions, d'accord, dans l'éditeur de code Python. Donc ça, c'est pas mal aussi, puisque vous êtes souvent amené à faire des recherches de texte dans votre éditeur de code. Là, vous avez un éditeur de texte, un outil de recherche d'expressions régulières. Là, nous avons dans les outils de gestion d'expression. Donc désormais, si on fait clic droit sur l'outil de gestion d'expression, on a tout de suite les paramètres qui s'affichent, l'expression builder qui s'affiche. Donc là, vous voyez, vous avez les outils de paramètres et si vous faites clic droit, vous avez tout de suite l'outil de gestion des expressions qui s'affiche. Nouveau mode de rendu des données raster. Donc pourquoi pas, ça peut être utile. Donc nouvelle color, on peut jouer sur la couleur unique des rasters, donc single color. Il n'y avait pas ça avant, maintenant on peut jouer vraiment sur la couleur des rasters. Unique. Afficher une couleur unique pour chaque raster. On peut rajouter le volet, un mode de représentation en mode WinBar, donc en mode flux de vent, j'ai envie de dire sens du vent. Ici, on le voit qui a été rajouté dans les air stealing. Donc, je ne sais pas si ça correspond à des données de type linéaire ou pas. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un mode de représentation du sens du vent, enfin, du sens d'un phénomène type représentation du vent. Gros volet toujours pour ce qui concerne les étiquettes. Même maintenant, je trouve que c'est pas optimal les étiquettes sur QGIS. Mais il améliore constamment, et donc ça c'est bien. Et donc là, nous avons la priorité d'affichage des étiquettes, soit en fonction de l'ordre, soit en fonction de la... Avant, c'était en fonction de la distance aux étiquettes. Donc ça marche, cette nouvelle
option marche pour tout ce qui est autour du point et cartographique. Et on peut ajouter une distance maximum pour les étiquettes. C'est très bien pour éviter que les étiquettes se déplacent trop loin ou soit affichées dans un endroit qui ne correspond pas à l'emplacement de son phénomène et donc qui altère la compréhension de la carte. Toujours pareil, là nous avons Add overpoint placement for cartographic tool. Donc là nous avons une nouvelle option encore overpoint placement. Quand nous sommes en mode cartographique. Donc voilà. Quand l'emplacement, les priorités d'emplacement ont été définies avec O, une étiquette peut être placée directement sur le point correspondant. Donc là, nous avons le volet carte de chaleur qui a été représenté qui a été poussé, le mode représentation de données via carte de chaleur, en fonction du radius, donc du rayon et d'une échelle et d'une valeur maximum. Donc les cartes de chaleur, c'est très bien pour représenter l'intensité d'un phénomène. Il y avait donc là nous avions une régression qui était issue d'un précédent QGIS qui semble avoir réglé, concernant notamment le format de texte et le format de rendu de texte dans la légende. Nous pouvons désormais copier les composeurs, donc ça c'est très bien. Et nous pouvons dans le composeur d'impression filtrer les MNT en fonction de l'altitude. Donc là on continue dans le filtre de l'altitude MNT, mais cette fois-ci dans le composeur. Tout à l'heure c'était dans le Canva Carto, là c'est dans le composeur. Très bien, ils ont rajouté un bouton pour grouper ou dégrouper les légendes dans le composeur d'impression. Très bien, parce que des fois dans le composeur d'impression on avait toutes les couches affichées brutes, ça donnait illisible ou difficilement lisible. Là on peut les grouper ou regrouper pour rendre le composeur un peu plus lisible. On peut rajouter encore cette fois-ci une variable map z range. Donc range c'est intervalle de valeurs altitudinales qui peuvent s'afficher sur le Canva. Donc on voit ici, très bien. On voit que quand l'altitude varie, les données en dessous varient aussi. Donc là, nous avons une nouvelle feature sur les règles de gestion des champs quand les entités sont dupliquées. Donc quand vous dupliquez une entité, vous avez une nouvelle règle qui s'affiche. Vous avez des paramètres pour définir les règles de duplication. Donc comment ça se passe la duplication, comment sont les règles, les valeurs par défaut, est-ce que ça supprime les données. Voilà, très bien, nous avons la possibilité dans les données raster de fixer un intervalle de temps par bande. Très bien, ça aussi, ça c'est très utile pour faire de la visualisation temporelle. Et idem pour les rasters, vous pouvez fixer un intervalle d'altitude pour vos données raster. Plutôt que de filtrer vos rasters, vous pouvez les filtrer directement dans la couche sans avoir à recréer une nouvelle couche de filtre, ce qui permet de jouer avec la couche, de filtrer les éléments. C'est un peu, si je traduis en vecteur, comme les règles de la couche, les règles de gestion de la couche. Si vous pouvez filtrer une donnée vecteur sans supprimer les éléments de la couche vecteur, mais là c'est pareil, vous pouvez filtrer les éléments visuels de la couche raster, donc vous faites des fils visuels sans supprimer les données qui y a à l'intérieur. Et vous pouvez aussi fixer, vous pouvez définir un intervalle d'élévation pour les données mesh. D'accord. Donc ça, les données mesh, j'ai jamais présenté, je le ferai un de ces quatre. Et pareil, vous pouvez définir un filtre, un intervalle de données par bande pour les rasters. Donc là, vraiment, on est en mode filtre de données raster sans pour autant détruire des données. Donc juste à l'affichage. Ça, c'est très bien. Ça permet de gagner du temps sans avoir à créer une nouvelle couche à chaque fois.
Et on peut évidemment mettre des variables dynamiques dans les intervalles de données pour les rasters. Là, on voit qu'il y a des petites formules. Donc ça, c'est très très bien. À l'affichage, ça permet de gagner du temps. Et on peut aussi fixer des intervalles d'élévation pour un groupe de couches pour les mèches, les données, les vecteurs mèches. Donc là, nous avons des options d'export en DXF. Donc là, on est en mode QGIS vers DAO. J'ai pas envie de dire AutoCAD, mais vers DAO. Et vous pouvez exporter. Vous avez une option pour exporter les données avec une minimal width, taille de colonne minimum, j'ai envie de dire. Pour exporter toutes les lignes avec un minimum de 0. Donc c'est pour exporter les lignes avec une épaisseur de minimum 0. Donc là, ça c'est très très bien. Use layer title as name. Donc ça c'est encore un export DXF. Il est possible d'écraser le nom de la couche des couches exportées. Donc ça c'est très très bien. Donc là, use layer name as title. Donc ça permet de mettre le titre de la couche, le nom de la couche comme nom de calque. Ça c'est très très bien. C'est très très bien. Export layer for each. Donc ça c'est très très bien. It's not possible to override the output name of. Donc ça c'est très bien si vous voulez mettre des noms spécifiques à vos couches DXF qui sont différents des shapefile. Toujours dans l'export DXF, donc ils l'ont vraiment pimpé. Ils ont rajouté les blocs DXF pour les symboles de points avec données prédéfinies. Donc ça c'est bien aussi. Je ne suis pas expert DAO et encore moins AutoCAD, mais je sais que les blocs c'est quelque chose qui est très très utilisé dans AutoCAD. Et pareil, on peut exporter uniquement les données sélectionnées en DXF et pas toutes les données qu'il y a dans votre projet QGIS, ce qui est une très bonne chose aussi. Ça facilite le transfert en données DAO. Donc maintenant, vous avez dans le volet import-export une boîte de dialogue pour définir ce que vous exportez et ce que vous importez. Et là, vous avez output, layer attribut, nom de la couche en sortie. C'est parfait. Donc là, ils ont changé le format de support des données SMI, alors des couleurs, la boîte de dialogue qui gère les couleurs SMYK. Je me demande si SMYK en français c'est pas SMIG ou SMJV, je sais plus trop quoi. Bon, ça c'est vraiment de l'infographie pure de la gestion de données, de la gestion de couleurs. Donc ils ont changé la boîte de dialogue pour gérer les couleurs. Donc là, ils ont modifié, ils ont ajouté la couche parent quand vous éditez les données, une donnée enfant, au travers de l'éditeur d'édition de couches. Donc pour rappel, vous avez un système, je n'ai jamais montré encore, de couches parent-enfant dans QGIS que vous paramétrez directement dans le projet ou qui sont inhérentes à votre base de données. Donc relation parent-enfant, tout simplement, c'est que vous avez une clé étrangère entre deux tables pour traduire en mode base de données. Et quand vous aviez des couches qui étaient liées dans QGIS en mode parent-enfant, quand vous éditiez une couche enfant, vous voyez aussi sa couche parent. Mais vous ne pouvez pas éditer la couche parent et maintenant vous pourrez aussi voir la couche parent quand vous éditez les données. Donc ça c'est très très bien. Je ne suis pas sûr de l'avoir montré ce mode parent-enfant dans QGIS, mais très 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 puissant, surtout quand vous êtes en mode relationnel. Donc là, vous avez value relationnelle, toujours pareil. Donc là, quand vous avez des couches parents-enfants, et là, c'est une fonction qui permet, quand vous avez des données relationnelles entre vous, de faire une autocomplétion à partir du début de la chaîne de caractères. Ça, c'est au départ. Mais maintenant avec l'entièreté de la chaîne de caractères. Et donc implément value relationnel grouping fonction. Ah très 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 bien. Donc là, ça c'est bien ça. Ça permet de grouper les valeurs relationnelles entre elles
quand vous en avez. Donc là, vous voyez, vous avez un groupe E2. Ça, c'est très bien en termes d'édition de données et d'ergonomie de l'édition des données. Très puissant. Ah, oh, bah, ça, c'est magnifique aussi. C'est la possibilité de voir un dégradé de couleur pour les cartes de chaleur des données vecteurs, ce qui n'était pas le cas avant. Là, on peut afficher les couches qui sont cassées, entre guillemets, dans QGIS. Donc les couches dont la source de données n'est pas retrouvée par QGIS, on peut afficher uniquement ces couches. Ah, dans l'outil de processing que j'ai jamais montré encore, qui est l'outil QGIS Modeler, il y a désormais des logs un peu plus détaillés et il y a l'historique des logs. Pareil dans l'outil, dans le modeleur de QGIS, on peut décider de lancer qu'une partie du script et pas l'entièreté du script. Alors là, on se rapproche de FME de plus en plus, un côté modeleur, puisque là, il y a une fonctionnalité qui permet de voir directement les couches sans avoir à les générer, pour voir le résultat intermédiaire. Très bien, ça vous évite de générer des couches FI partout pour pour voir les résultats intermédiaires. Là, nous sommes dans les outils de recherche d'itinéraire et de recherche de réseau. Et ils ont rajouté très bien une fonction de distance du point d'arrivée. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est puissant. C'est vraiment l'outil géomarketing de ArcGIS, mais dans QGIS, gratuit. Là, vous avez ils ont amélioré l'aide pour les données et les heures sur Projet QGIS. Donc dans QGIS, il est possible désormais d'ajouter le CRS pour les projets. Donc qu'est-ce qu'il nous dit là? Elevation Round, d'accord. Donc il est possible de gérer l'élévation aussi dans les paramètres du projet QGIS. Add vertical CRS option, ok, bon, si tu veux. Il est possible de gérer aussi les altitudes directement dans les propriétés du projet QGIS. Et là, il est possible pour l'IoT de gérer, de définir les types de données et comment afficher les données. Donc là, sensor pour de l'IoT, quand vous avez des données connectées, pour voir un peu tout ce qui est distance, temps de rafraîchissement, etc. Bon, voilà. Jamais utilisé, pour être honnête. Donc là, pareil, là, ce sont les ports pour récupérer les données temps réel avec des temps de rafraîchissement. Profil plot, donc qu'est-ce qu'il nous dit là? Donc là, ça permet d'ajouter une tolérance pour les lignes et les polygones. Très bien, donc ça c'est pas mal, ça c'est pour tout ce qui est lignes et autres, ça permet d'étendre un peu les données linéaires. Ah d'accord, donc ça, attendez, je récapitule, ça c'est quand on fait des profils topo, ça permet d'élargir la ligne ou pas qui va réaliser les profils topo, d'élargir l'épaisseur de la ligne pour les profils topo. Et donc là on voit qu'il élargit la distance de la ligne. Et du coup, ça lui permet d'avoir un profil topo un peu différent. D'accord? Très bien. Et là, on voit que ça intersecte tous les vecteurs. Là, on peut ajouter, donc dans les données, pourvoyeurs de données en temps réel, on peut ajouter l'emprise des données en temps réel. On peut rajouter dans l'ajout des données ArcGIS le proxy s'il y en a un, si vous utilisez ArcGIS Online par exemple, ou le Web Service ArcGIS. Alors le SAP ANA, j'imagine que c'est un connecteur de données pour SAP. QGIS Server, là dans QGIS Server on peut définir les maximums de réponses du Get Feature Info pour éviter que les données soient trop lourdement requêtées. On peut rajouter les informations sur le CRS directement dans le WMS, ça c'est bien aussi, en termes de métadonnées. Et après, on est dans du Python, donc je ne suis pas expert en Python et il y a eu des corrections de bugs.
Et voilà pour la présentation des évolutions de QGIS 3.38 sortie en juin. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.